Ainsi Chaumont vous parle. Je vais tenter pour vous de parler le plus lentement possible pour que vous puissiez faire des images de mes pensées et pour mieux les comprendre, pour un langage parallèle. Enregistré une nuit d'orage. Le bois mort et les grosses mains noueuses essuient au front ridé des perles de sueur. Crash. Le week-end Portes Ouvertes 2021 chez Chaumont a commencé tout de suite dans l'action. Un arbre tombé nous attendait sur le site. Pas de dégâts heureusement. Sans nous décourager, nous avons débité et déplacé les bûches pour dégager le chemin que les visiteurs devraient emprunter le lendemain. Comme chaque année, l'association des Amis de Chaumont ouvre les portes du village d'art préludien au public, pendant un week-end riche d'événements, de belles rencontres et de bonne humeur. Actuellement, c'est la seule occasion pour le public de profiter de l'œuvre extraordinaire que Chaumont nous a laissée. Grâce au remarquable travail de l'association, le village d'art préludien accueille non seulement le public, mais également de jeunes artistes, selon la volonté de son créateur. Sans compter les imprévus, l'organisation et la mise en place d'un week-end de ce type demandent déjà beaucoup de travail et d'énergie. C'est pour cela que Patrimoine Irrégulier de France est venu en renfort des Amis de Chaumont. Cette petite vidéo que nous partageons avec vous comme d'habitude retrace les temps forts de cette expérience afin de vous faire découvrir ou redécouvrir l'incroyable travail de Chaumont, mais également le travail des passionnés qui essayent de sauvegarder et valoriser son œuvre. Et si vous appréciez le nôtre de travail, vous pouvez nous le dire en cliquant sur le bouton prévu à cet effet. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochains épisodes. Allez, c'est parti! Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Aurélien de Maison et je suis médiateur culturel et je fais partie de l'association des Amis de Chaumont et j'ai eu la chance de pouvoir réaliser quelques visites avec l'équipe de l'association. Et je vais du coup vous faire une petite introduction juste avant que Fabrice prenne le relais pour vous présenter plus en détail l'architecture de tous ces bâtiments réalisés par Chaumont. Chaumont, de son vrai nom Roger Chaumont, EAUX, était un artiste qui a un parcours professionnel, parcours académique réellement classique. Il a eu des grandes médailles d'or aux Beaux-Arts de Valenciennes, aux Beaux-Arts de Paris. Et donc il se destinait vraiment à une carrière de sculpteur avant tout, pour ensuite poursuivre cette carrière. Mais malheureusement, il s'est confronté à une période historique très rude. Ça a été évidemment la Seconde Guerre, où il a été prisonnier en Allemagne. Et cette expérience dans les stalags a été pour lui vraiment décisive, un tournant complètement marquant pour l'inspiration, la manière de créer. Et donc il va créer dans les années 50 avec des matériaux aussi de récupération. Il va recueillir des sortes de boîtes de conserve. Il va faire des sculptures. Il va expérimenter, voilà, tester un peu avec les rebuts de cette société.
En 1960, ça va être un moment important puisqu'il va avoir une exposition dans la galerie de Jean Camion, rue des Beaux-Arts. Et cette exposition va être très importante parce qu'il va y avoir tout le Gotha parisien, les avant-gardes parisiennes, les surréalistes, Breton en tête, Dali, Picasso vont venir voir ces fameuses expressions noires, comme il les appelait. C'était en fait des bois qu'il brûlait. Ces bois brûlés étaient avec une sorte de velouté, de douceur en fait, quand on caressait ces pièces. Et le noir étant pour lui vraiment l'expression de la vie. Et donc ça a été un moment très marquant, mais qui va se solder par un échec commercial, un succès public, mais un échec commercial. Il va quasiment jamais vouloir vendre en fait ses œuvres. Donc dans les années 60, on a cette exposition qui va être marquante pour Chaumont, mais aussi qui va prendre le chemin en fait de ce choix décisif de vivre en retrait de la société et de s'installer sur ce site qui avait été acheté par Madame Chaumont pendant la guerre, pour que ses enfants puissent vivre aussi des week-ends dans la forêt de Fontainebleau. Mais il va coloniser en quelque sorte l'espace pour construire dans un premier temps ce bâtiment qu'il va appeler le sanctuaire des bois brûlés, puisqu'il va recueillir toutes ces œuvres qui n'ont pas été vendues, en effet, qu'il n'a pas souhaité vendre lors de cette exposition de la galerie Jean Camion en 60. Le vitrail de l'église, c'est quand même quelque chose qui révèle puissamment à tout le moins une foi, une croyance. Chaumont était croyant en Dieu. Et puis à un moment donné, il s'est tourné plus vers une sorte de croyance qui n'était pas de l'animisme. C'était pas de l'animisme, mais il était en étroit contact avec la nature. C'est donc un des premiers d'ailleurs à avoir eu une conscience écologique avant l'heure. Il était vraiment très très écologiste, Chaumont. C'était le dieu finalement du Ra, le soleil pour lui a été un élément excessivement important d'une croyance en non plus Dieu, mais en la force de vie par excellence, c'est-à-dire la source de vie, c'est le soleil. Ô soleil, ô ma lumière, ô ma lumière, ô mon soleil, je me prosterne à chaque levée de tes aurores. Là où Chaumont a peaufiné finalement la mise en œuvre de quelque chose qui ne coûte pas cher. Ça ne coûte pas cher les bouteilles à récupérer. Le bois de la forêt, c'est gratuit. Il y avait juste le plâtre. Voilà. Alors ce qui est très beau aussi, c'est que Chaumont, en fait, si vous voulez, il triangule tous ces morceaux de bois de manière admirable. Et c'est à partir de cette triangulation-là
que la solution ou les solutions plastiques lui sont données. C'est-à-dire qu'il va travailler avec un triangle isocèle, il va travailler avec une portion de camembert beaucoup plus petite, vous voyez là-bas, en haut à gauche, là, au-dessus. Donc, en fait, c'est ça qui lui permet d'organiser ses bouteilles. Et pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait un sandwich? Plâtre, plâtre, grillage. Alors, ce qui fait que le grillage aurait été pris entre deux couches pendant des mois, d'humidité, d'hiver, et donc il aurait fini par rouiller. Et si un matériau se détériore sans qu'on puisse visuellement le voir, apprécier sa qualité physique, ses qualités physiques, jusqu'où il en est rendu, eh ben, à un moment donné, on ne peut rien surveiller, on ne peut rien traiter. Donc c'est ça, la marque de génie de Chaumont, c'est ça. Le refuge, c'est ce qu'on voit là-bas. C'est donc le bâtiment illicite par excellence. Oh, je suis en train de toucher le micro, ça ne va pas. C'est le bâtiment illicite par excellence. Pourquoi? Parce que aussi bien celui-ci que le sanctuaire des Bois Brûlés, l'église des pauvres, elles ont été faites sans permis de construire. Autant vous dire qu'il y a des voisins qui se plaignaient. Et ils se sont tellement plaints qu'il y a des gendarmes qui sont arrivés. Et les gendarmes, ils ont dit « Ah !» on va faire les plans, on va dessiner les plans du bâtiment illicite. Et eux, ils sont habitués au rectangle. Alors, sauf que là-bas, c'est une patate, et les gendarmes, ils n'ont jamais pu la dessiner, et encore moins prendre les cotes. Alors, donc, son génie, sa fantaisie l'ont préservé. Mais ils l'ont préservé avec l'appui quand même de Clara Malraux. Clara Malraux, c'était la femme d'André Malraux, qui était ministre de la Culture à l'époque, le premier ministre de la Culture en France, et ils ont fait en sorte de dire, vous laissez Chaumont tranquille, c'est un génie, l'œuvre est géniale, l'homme est insupportable, mais on va préserver l'œuvre de Chaumont. Quand Laurent Danchin, notre ami, grâce auquel nous avons pu créer l'association des Amis de Chaumont d'ailleurs. Lorsque Laurent s'est ouvert de sa préoccupation de sauver le refuge, Laurent Danchin, c'est le monsieur qui a interviewé Chaumont, dont on voit le livre là, vous voyez, un pavé dans la vase intellectuelle, c'est lui, c'est Laurent qui a interviewé Chaumont, avec une cassette, radiocassette. Ils étaient à boire un petit café là, sur la table de la cuisine, la toute petite cuisine dans la maison. Donc il a mis en ordre tous ces enregistrements de cassettes et il en a fait un livre d'entretien. Quand Laurent m'a dit « Oh là 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 là, ça va tomber, tout va tomber, toutes les tôles sont en train de rouiller », donc j'ai dit à Laurent « Il faut qu'on ait de l'argent, on va faire un appel à souscription ». On a donc construit finalement une grande cabane avec deux rails et des passerelles qui coulissaient pour pouvoir travailler sur le toit, mais sans marcher sur le toit. Et donc, on a pu préserver avec finalement un grand toit en plastique, un abri, qui a duré 3 ans. On a pu travailler avec les étudiants de l'École des Beaux-Arts de Nantes, à qui j'enseigne, tous les étés, en chantier d'été, pour pouvoir sauver ce refuge, y compris à l'intérieur où il y avait des poutraisons qui étaient très abîmées. Il a fallu les restaurer avec des résines spécifiques et puis les renforcer. Ce sont des capots des années 20-30 là, et c'est de pure beauté. Donc j'ai plutôt essayé de préserver l'ensemble. Et puis vous allez voir, c'est à l'échelle humaine. Ici, il y a des petits bijoux, il faut vraiment regarder. Moi, je sais que, sans fausse modestie, je crois que j'ai mis à peu près... là, 5 ans, je découvre encore des choses.